Vous allez bien? Vous avez passé une bonne fête nationale? Vous êtes de retour au travail peut-être ou encore en vacances comme beaucoup de gens. Enfin, la saison des vacances est commencée et on vous souhaite de très bonnes vacances là, si vous partez pour d'autres. C'est mardi aujourd'hui, 26 juin. Vous êtes sur les ondes de CKRL 89.1. Je m'appelle Caroline Stephenson et mon invité pour cette dernière demi-heure est nul autre que Georges Goma, qu'on retrouve avec plaisir aux 2 semaines. Georges Goma, qui est sociologue et qui nous parle comme ça régulièrement d'Afrique noire. Bonjour Georges. Bonjour Caro. Comment vas-tu? Je vais très bien. Il fait soleil au dehors. Hein? Ben oui. Ben même quand il fait pas soleil, tu vas bien. C'est ça. Même sous la pluie. C'est une marque de dépose pour Georges Goma. Exactement. Je dis que tu es sociologue, mais là, Georges, ce matin, c'est un peu particulier. Hein? Je pense, oui. Oui. On va faire une chronique autour de la politique. Et là, je sais pas si les gens nous voient aller, parce qu'on a déjà un de nos collaborateurs, Raymond Côté, qui se présente pour le parti NPD-Q. Mais Georges, on l'annonce aux auditeurs, pour ceux qui ne le savent pas, tu te présentes pour Québec solidaire. Beaucoup ne le savent pas. Non. Comment le sauraient-ils si on ne leur dit pas? De toute façon, c'est relativement nouveau. Comme la campagne n'est pas encore commencée, parlons-en un peu. Parlons de tes motivations. D'abord, je le disais tout à l'heure, tu es sociologue, donc c'est ta spécialité, bien que tu te passionnes pour l'Afrique noire, tu es africain, congolais. Alors, évidemment, on veut savoir, nous, comme auditeurs, qu'est-ce qui t'a poussé à faire cet engagement-là politique, faire le saut, parce que c'est un gros saut quand même, là. C'est une grande décision. On s'en jasait il y a quelques mois, quelques semaines de ça. C'est ça. Plonger ou pas plonger en politique. Et finalement, t'as fait le grand saut. J'ai fait le grand saut. Je suis en train de faire le grand saut. Mais tu l'as dit, hein, être un sociologue, le sociologue, c'est une personne qui en fait, qui a pour intérêt principal la société, le fonctionnement de la société. Mais la société, c'est quoi? C'est fait d'individus. Hein, des individus qui échangent, qui construisent, qui avancent, qui ont des objectifs, et ainsi de suite. Et la sociologie, à côté, la science politique aussi. Hein, les gens qui se choisissent d'être des politologues, qui choisissent la science politique pour avoir un œil beaucoup plus approfondi sur le fait politique en tant que tel. Ouais. La gouvernance de la cité. Vous voyez? Alors, moi, je pense quand même que les plus de 4 ans que nous sommes ensemble ici, nous avons beaucoup jasé de politique aussi en abordant l'Afrique noire. Mais nous avons beaucoup parlé de l'Afrique noire dans des relations internationales. Bon, les gens comme Georges Goma, de toutes les façons, qui sont au fond des citoyens du monde, qui ont bourlingué, je suis passé partie de mon Afrique natale depuis plus de 30 ans maintenant. Je suis passé en France, l'Europe, je suis allé aux États-Unis et maintenant au Canada où j'ai posé ma valise. Et bon, on voit du pays quand même. Hein, on est dans cette relation internationale ici aussi. Et une fois qu'on a posé sa valise, quand je dis j'ai posé ma valise, c'est que j'ai posé ma valise. Je suis citoyen canadien et citoyen québécois et fier de l'être également. Un Québécois noir, mais un Québécois très fier de l'être. Ben oui, parce que tu as choisi Québec solidaire quand même. J'ai choisi. Et puis l'engagement politique, Caro, l'engagement politique, c'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. Dans le sens vrai du politique, je vais dire. Quand on s'engage en politique, on doit avoir dans l'esprit qu'on est au service des autres. C'est pas de la démagogie quand je le dis. Et je le dis sincèrement avec tout mon cœur. Le service public, le service aux autres. C'est ça qui m'attire le plus. Bien sûr, on parle de politique, on voit les hommes politiques. Et parfois on se demande, mais qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ces hommes politiques? Et quand on regarde un peu à la loupe, mais non, ils n'ont rien de particulier. Ils sont comme tout le monde. Mais il suffit qu'à un moment ou à un autre, on fasse le grand saut, comme tu le dis. Mais tiens, je me verrais bien avec eux. Pas à leur place, mais avec eux. Tu vois? Avec eux, la participation, l'engagement. Faire changer les choses, peut-être. Mais surtout, l'idée de faire changer les bien sûr choses, que oui, l'idée de faire changer les choses. Mais il faut compléter cela, Caro. Faire changer les choses en positif. Il faut qu'il y ait du progrès. Et il faut qu'il y ait du progrès social, fondamentalement.
On peut parler du progrès technique, du progrès économique, du progrès machin, mais en finalité, il faut qu'il y ait du progrès social. C'est-à-dire que tout ce que les gens font, eh ben, ça doit être au service de l'humain, de l'être humain. Bon, là, on a dit, on va mettre les choses claires dès le départ. Que tu te présentes, donc la campagne n'est pas officiellement commencée. Québec solidaire, quelle circonscription, Georges? Précise-nous tout ça. Oui, bien sûr. Bon, alors, je me présente dans la circonscription de Lévis. Alors, on a plein d'auditeurs là-bas. Ben oui, absolument, on a plein d'auditeurs là-bas. Ceux qui nous écoutent, vous en saurez plus. Dany en sait quelque chose aussi. Hein? Ben oui, on a beaucoup de monde qui reste à Lévis. Absolument. Je me présente à Lévis parce que j'ai quelques attaches à Lévis. Je donne chargé de cours à l'UQAR et donc j'ai une assise là-bas. Ben oui. J'ai aussi fait partie du chantier consultation de la ville de Lévis qui a mis en train de mettre sur pied une politique de développement social et communautaire. Et donc j'ai fait cet accompagnement pendant un an et demi. On a travaillé avec d'autres membres des organismes communautaires du milieu, comme on le dit, et nous avons fait avancer pas mal de choses. Nous avons architecturisé pas mal de choses. Et puis voilà, je pense quand même que mon implication dans ces organismes me fait sentir à moi-même que non, mais au fond, je peux être porteur de quelque chose. Oui, et donc, avec ta spécialité, je disais, sociologue, socialiste. Oui, peut-être pas socialiste. Non, bon, on va revenir là-dessus. À ne pas mélanger sociologue. Surtout, hein? Non. Voilà. Alors voilà, je reprends. Tu es sociologue, mais ta spécialité, c'est les aînés. Tu pourrais te servir, entre autres, de ça. Oui. C'est un atout, là. Tu pourras me servir de ça, je le dirais pas comme ça, me servir de cela. Parce que me servir de cela, si on reste un peu, ça c'est une interprétation que je donne à moi, la façon dont je vois la chose, c'est être un peu dans l'électoralisme. C'est-à-dire que quand on est électoraliste, c'est des gens qui attendent les élections pour s'engager dans des thématiques et dire des choses tout simplement parce qu'on a envie de gagner une élection. Ouais. Mais moi, je suis pas dans cette perspective-là. Je suis dans une perspective beaucoup plus approfondie, beaucoup plus à long terme, un peu dans le développement durable. Oui. Et c'est bien pourquoi j'ai choisi Québec solidaire, qui est un parti écologiste d'abord et avant tout. Donc, évidemment, j'ai choisi déjà les politiques publiques d'une manière générale. Hein. Depuis ma maîtrise, je me suis engagé dans cet intérêt que j'avais pour les politiques publiques. Parce que nous sommes dans des sociétés suffisamment avancées, suffisamment développées, où le progrès est manifeste. Mais à côté de cela, à côté de cette richesse de nos sociétés avancées, on se retrouve quand même qu'avec un paradoxe. Dans ces sociétés riches, il y a de la pauvreté, par exemple. Il y a de la pauvreté. Mais oui, Qu'on parle des pays d'Afrique ou d'ailleurs, où évidemment ce progrès n'est pas encore achevé, on peut comprendre qu'il y ait des poches de pauvreté. Et je vais te dire par exemple que les États-Unis, le pays le plus puissant du monde, c'est là où il y a beaucoup plus de pauvres dans le monde. Alors ça, c'est des paradoxes qui sont inconcevables, incompréhensibles. Et donc, j'ai choisi ce champ-là. Et dans les politiques publiques que j'ai choisies, bien sûr, le vieillissement. Le vieillissement. Qui est une de nos réalités démographiques. Qui est une de nos, mais bien sûr que oui, qui est une de nos réalités démographiques qui se pose avec beaucoup d'acuité ici au Québec, au Canada, un peu partout dans les pays occidentaux. Pourquoi fondamentalement dans les pays occidentaux? Parce que ce sont dans ces pays-là où ce qu'on appelle le malthusianisme. C'est-à-dire? Mais le malthusianisme, c'est une approche de la démographie, en fait, par le révérend pasteur Thomas Robert Malthus au XVIIe siècle, qui avait mis sur pied le principe de la régulation des populations. C'est-à-dire qu'il a mis en rapport les biens qu'on est censé avoir, la richesse qu'on est censé avoir, avec le nombre d'enfants qu'on peut faire, en partant du principe que mieux vaut faire peu d'enfants et maximiser les moyens autour pour bien s'en occuper, plutôt que d'avoir beaucoup d'enfants et peu de moyens et ne pas s'en occuper.
Donc le malthusianisme, c'est une idéologie qui finalement, on est arrivé un peu à la contraception aussi. Ça part de là. Ben oui. Comment réguler les populations. Mais le problème, le revers de la médaille, c'est quoi? A beaucoup brodé sur cette réduction, on en arrive à une situation où avec la contraception, les pilules que les femmes prennent, on arrive quand même à une situation où, évidemment, le taux de fécondité baisse énormément. C'est-à-dire que le taux de reproduction des générations est de 2,1% d'enfants en moyenne par femme. Ouais. Mais ce taux-là est difficilement accessible dans les pays développés. On est toujours en dessous de 2. 1,6, c'est très bas. 1,7, 1,8. Alors que dans les pays pauvres, ce taux explose. Ouais. Donc, il y a quand même ces problèmes-là. Il faut savoir quand même, Caro, que c'est un problème à prendre beaucoup au sérieux, très au sérieux. Quand les démographes nous dépeignent la pyramide des âges, on voit très bien que le haut est gonflé et le bas se rétrécit. Ce qui veut dire que le taux de fécondité est en train de chuter drastiquement. Tu vois? Donc, il y a un solde naturel qui est négatif. Et pour ça, si généralement d'autres sociétés disent, écoutez, on va mettre sur pied une politique nataliste, une politique familiale nataliste. Ouais. C'est-à-dire qu'on donne aux femmes un certain nombre de conditions favorables, de sorte par exemple qu'ils travaillent à temps partiel et l'autre temps partiel, mais qu'ils pensent quand même à nous faire des enfants. Quand même. Ouais. Hein? Des conditions familiales. Des conditions familiales. Aussi, ça peut aider. Hein? Ben oui, les papas aussi. Mais la différence, le père et la mère, c'est quand même que la science peut-être aboutir à un jour où on aura un homme qui va porter 9 mois de grossesse et accoucher. On ne sait pas encore. Mais pas encore. Mais si on n'est pas encore là, ben, ce qui veut dire que la femme, avec l'effort qu'elle a fait pour en fait avoir un certain nombre de droits sur le plan social, et c'est une très très bonne chose. Aujourd'hui, on est à la 5e conférence internationale des femmes, hein, où on a vu depuis la première, la deuxième, la troisième, quand même des conditions autour de la femme être soutenues par les États, au niveau local comme au niveau international. Ouais. Donc la femme a acquis quand même un positionnement pas encore achevée, mais qui devient de plus en plus confortable parce qu'elle est instruite, elle occupe des postes, elle a des salaires. C'est pas encore l'égalité entre l'homme et la femme, mais ça avance. Mais il faut que les gens comprennent que cette évolution qui est formidable a aussi des conséquences, puisque il n'y a que elle qui peut faire des enfants. Il n'y a que elle qui peut faire des enfants. Ce qui fait qu'elle travaille beaucoup plus que les hommes. Ouais. Et à la fin, avec la société dans laquelle nous sommes, une société de stress, il faut le dire, où la femme a beau être cadre et tout cela, elle est assujettie au même principe que les hommes, c'est-à-dire le stress lié au travail, des buts à atteindre et tout cela. Et on n'arrive pas à faire le rapport entre ce stress au travail et le système hormonal qui permet à une femme, évidemment, d'être accessible à la procréation. Le stress peut bloquer le système. Et à la fin, on se retrouve finalement qu'avec des femmes, parfois, qui font pas d'enfants, et parfois qui se contentent d'un enfant, parfois, et puis ça crée un problème. Or, pour qu'une société se perpétue, ben, il faut qu'il y ait l'équilibre des ratios. C'est-à-dire que les gens qui sont en retraite, il faut qu'il y ait beaucoup de gens en train de travailler. Oui, effectivement. Là, on n'a pas cet équilibre. On n'a pas cet équilibre. Pas, tu le dis, la pyramide des âges. Ouais. Ça permet de bien visualiser ça. Comme le solde naturel est négatif, eh ben, il faut recourir, j'allais dire malheureusement, je ne veux pas le dire, mais au solde artificiel qui est le solde migratoire. Il faut aller chercher du monde à l'extérieur qui vienne animer l'économie et aussi travailler à l'élargissement de la base de la pyramide des âges, c'est-à-dire des naissances, pour regonfler la société de demain. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde autour de nous, on a comme l'impression qu'il n'y a pas de problème, Mais parce qu'on vit dans l'instantanéité, on n'a pas la projection pour demain. Or, les scientifiques qui font cette projection pour demain, ils prennent les données de hier, prennent les données d'aujourd'hui et ils préfigurent ce que ça va être demain avec des hypothèses. Ouais. Dans l'hypothèse de telle, voilà comment on sera. Donc ça, quand même, c'est un problème très important. Mon intérêt pour le vieillissement, c'est pour bien faire comprendre un peu ces choses-là. En plus aussi de m'intéresser à nos personnes âgées qui
Ça, je le redis, c'est un point très très fort parce que dans notre société, on a comme l'impression que malheureusement, quand on prend sa retraite, la personne n'a de valeur que quand elle est active. Oui, et quand elle n'est plus active, il y en a qui redoutent la prise de la retraite. Parce que nous sommes dans une société individualiste. Les gens ont de la sociabilité, d'autres personnes ont de la sociabilité au travail. Chez eux, ils sont un peu seuls. Et imagine-toi, pas tout le monde, hein, heureusement, pas tout le monde. Et même dans les familles, aujourd'hui, les formes de famille qui sont multipliées alors, et aussi la distance géographique entre les membres de la parenté ou de la famille, qui font qu'on n'habite toujours pas au même endroit. On peut habiter à Perpétuois, à Toronto, et puis mon père est ici. Il y a quand même une distance géographique qui fait que je ne peux pas fondamentalement assister mon père quand il vieillit. Donc, quand nous vivons dans une société qui est un peu trop individualiste aussi, le choix de Québec solidaire aussi, c'est ça. C'est-à-dire que, l'individualisme, on a besoin d'individualisme parce que chacun doit être entrepreneur, chacun réfléchit à sa manière. Mais à côté, quand même, il faut savoir que on doit être solidaires les uns des autres, tu vois. Oui. Donc, évidemment, le choix du vieillissement, je l'ai dit, je ne suis pas électoraliste. Les gens comprendront que je me suis plongé dans le vieillissement depuis très longtemps maintenant. C'est parce que c'est un vécu. J'ai choisi de faire ma science dans cet espace de vie. Mais là, concrètement, et on en parle, puis c'est fascinant, là, Georges, on découvre un nouveau Georges, enfin, un autre aspect de ton travail. Mais concrètement, ça va se traduire comment en cet projet intérêt, concret, en projet parce que, politique. Oui, hein? tu sais, la sociologie, le vieillissement des populations, ça reste théorique, mais concrètement, sur le terrain, pour les gens de Lévis, d'abord, à quoi ils pourraient s'attendre? Oui, mais ça, c'est des choses qu'on va développer au cours de la campagne. Oui, hein? oui, tout à fait. Là, on essaie de jeter des idées comme ça. Exactement. On va pas plonger parce qu'on n'a pas commencé la campagne. Non, t'as bien raison. Voilà, c'est ça. Mais il y aura des débats aussi qu'on aura avec les uns et les autres. Mais je vais quand même répondre à cette question en te disant ceci. Tu sais, Caro, l'action publique, le pouvoir public d'une manière générale, il y a qu'on appelle les trois grands pouvoirs dans un État. Les trois grands pouvoirs. Il y a le pouvoir exécutif, c'est-à-dire le gouvernement, le Premier ministre au Québec, le Premier ministre et son gouvernement, c'est eux qui doivent mettre sur pied, faire marcher la politique du gouvernement d'un État, à construire des routes, à construire des hôpitaux, à s'occuper de tout ce qui ressort de leurs compétences. Ça, c'est le pouvoir exécutif. Mais à côté de ce pouvoir exécutif, il y a le pouvoir législatif. Et c'est ça qui nous intéresse dans les élections qui arrivent. À quoi sert un député, par exemple? Voilà une belle question. Mais ça rentre dans ce pouvoir législatif. Là où on fait les lois. On crée des lois. On réfléchit sur quelle sera la loi qu'on va mettre en route demain. Ça, c'est le pouvoir législatif, qui ressort évidemment des députés qui vont à l'Assemblée nationale pour discuter de ces choses-là. Ouais. Et puis, il y a le pouvoir judiciaire. Le pouvoir judiciaire, c'est celui qui se renvoie à l'équité sociale, à la justice sociale, à la société qui vit en équilibre, qui va réprimer les bandits, les mettre hors d'état de nuire, en les mettant en prison ou bien en leur donnant des sanctions. Mais qui va veiller aussi à la nature des politiques qu'on va accepter pour telle catégorie de personnes, telle autre catégorie de personnes. Tu vois. Donc ces trois pouvoirs-là sont essentiels. Et moi, dans les enjeux qui sont les miens et des autres qui vont se présenter aussi, nous sommes dans ce pouvoir législatif. Or, le député, c'est une personne qui est censée connaître le moindre vécu des gens de sa circonscription. C'est-à-dire qu'il doit être au collet des citoyens pour savoir quels sont les problèmes qu'ils vivent au quotidien. Donc, il fait le relais entre les problèmes réels qui se posent dans une circonscription. On a un problème, par exemple, il y a la sécurité. Dans tel quartier, par exemple, il y a beaucoup de banditisme. On a un problème lié à l'écologie. On a un problème lié à ça. Et ça, un député de la circonscription doit maîtriser cela et apporter ça au Parlement pour qu'on puisse s'en occuper. Tu vois? Donc là, évidemment, il y a le pouvoir, le quatrième pouvoir, on l'a pas mis dedans, c'est le pouvoir des médias aussi. Oui.
qu'à cela ne tienne. Mais revenons un peu à ta question. Le vieillissement, le rapport, et Georges, qu'est-ce que tu vas faire à Lévis sur le vieillissement? Mais bien sûr que oui. À Lévis aussi, les gens vieillissent. Comme à Québec, comme à Montréal, un peu comme partout. Et c'est des gens qui ont aussi des problèmes. Nous avons par exemple, quand on a travaillé toute sa vie, généralement l'une des choses pour lesquelles on est bien content à la fin de sa vie professionnelle, c'est l'accès à la propriété. Oui. C'est d'acheter par exemple sa maison. Oh, j'ai travaillé toute ma vie, j'ai payé mon logement toute la vie, maintenant j'ai tout payé, la maison me revient. On prend sa retraite. Quand on prend sa retraite, les revenus baissent aussi. Et souvent, quand on est personne âgée, il y a aussi d'autres problèmes qui apparaissent. Il y a d'autres activités qu'on met en sourdine, mais il y a d'autres qui apparaissent. Les maladies aussi qui viennent. Donc, ce qui veut dire que les personnes âgées aussi ont parfois des problèmes d'argent puisqu'ils doivent subvenir à leurs besoins. La taxe foncière, par exemple. La taxe foncière, qui est quand même un poids sur nous tous d'ailleurs, pas seulement les personnes âgées, mais chaque fois qu'il faut payer sa taxe foncière, c'est quand même beaucoup d'argent. Ouais. Ah ben, nous, à Québec solidaire, nous avons pour ambition, par exemple, de supprimer cette taxe foncière pour les personnes âgées ou pour les catégories les plus vulnérables. Parce qu'évidemment, c'est de la justice sociale. Et ça, c'est un projet pour lequel on va mener, par exemple. Nous avons aussi, à Québec solidaire, nous sommes le seul parti, n'est-ce pas, à proposer quand même aussi la gratuité chez le dentiste. Ah mais les dents, ma foi, écoute, c'est quand même le plus essentiel, ça non? Coûte cher, les ça dents. coûte très cher, et pourtant nous avons besoin d'avoir nos dents en bonne santé. Vous voyez? Et il y a des gens, malheureusement, qui peuvent même pas aller voir le dentiste pour les problèmes, parce qu'ils savent pas comment payer, évidemment. Et nous, on est braqués là-dessus, et les personnes âgées aussi, avec l'avancée en âge, évidemment, des problèmes des dents apparaissent assez régulièrement. Ouais. Donc, voilà, et puis aussi, je vais te dire aussi, parce que ça c'est important, toujours pour ces personnes âgées-là, Caro, tu sais que quand tu demandes à des aînés, parce que quand on vieillit, évidemment, il y a des forces qui s'en vont, il faut les compenser. Et il y a tout un système professionnel qui est établi pour prendre en charge des personnes âgées. Ça peut être chez soi, comme ça peut être en institution. Mais quand on demande à ces personnes-là, vous voulez aller en institution ou bien rester chez vous? À près de 90%, ils préfèrent rester chez eux, même si c'est crade, même si c'est comment, ils préfèrent mourir chez eux et non en institution. Mais en institution, on peut prendre aussi très bien en charge des gens parce qu'il y a des professionnels qui sont là. Mais nous sommes branchés sur le maintien à domicile des personnes âgées qui le veulent. Et quand ça, on peut le faire aussi, parce qu'il ne faut pas non plus dire, il faut forcément, non, oui, il faut voir les conditions. Est-ce que c'est faisable? Et en plus de ce maintien à domicile-là, c'est-à-dire surseoir ou souscrire à la volonté de ces personnes de vouloir mourir chez elles, il y a aussi la notion de l'hospitalisation à domicile, par exemple. Ça encore, c'est faisable. En fait, l'hospitalisation à domicile, très légère. C'est-à-dire que si la personne âgée de 95 ans doit aller à l'hôpital parce qu'on a besoin d'une grande instrumentalisation, d'un scanner, on l'emmène là-bas. Mais si c'est des petites choses, il y a l'hospitalisation à domicile qui peut exister. Et ça permet aussi de créer des emplois. Parce qu'il y a ça aussi qui est là. Voilà à peu près. Je n'en dirai pas plus parce que c'est simplement... on n'est pas encore en campagne. Mais on peut en parler. Il y a j'ai fait une émission avec Gaston Gourde là déjà. Hein? Ouais. Donc on peut en parler, mais il arrivera un moment où désormais les temps de parole à la radio doivent équivaloir à chacun des autres. Ouais. Mais pour l'instant, évidemment, on peut baliser. On avait envie de t'en parler, Georges, parce qu'évidemment, tu es notre collaborateur depuis plusieurs années. Ah oui. On voit l'implication internationale et à la fois locale et politique dans la politique québécoise. Oui, mais c'est ça. Je pense que je suis il y a une petite valeur ajoutée quand même. Hein. Je peux me prévaloir de cela, de ce que j'ai dit. J'ai bourlingué, j'ai roulé un peu ma bosse un peu partout. C'est quand même un plus, c'est pas un moins. Voilà. Tout à fait. Et en plus aussi, j'ai l'ambition quand même aussi dans ma démarche de délocaliser les vies. Ouais. C'est-à-dire porter les vies sur la scène internationale aussi. Tellement. C'est ça aussi. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde planétaire. Mais les vies, c'est-à-dire à partir, par exemple, moi j'ai 2 pôles là que je vais mettre l'accent. J'ai les jeunes et puis les vieux. Les 2 pôles là, les jeunes et les aînés.
c'est ça, mais on aura le temps que je développe un peu sur les jeunes. Ouais. Par exemple, avec un plateau académique très bien établi dans les Chaudières-Appalaches, dont Lévis va être le centre de rayonnement dans les Chaudières-Appalaches, avec les 10 MRC des Chaudières-Appalaches, avec une université qu'on va renforcer, par exemple. Et puis, ben voilà. Donc, c'est ça, en fait, hein. On aura des choses à dire. Tout à fait. Hein? On s'en parlera avec et puis, on sera des outsiders, certainement, hein. Mais on n'a rien à perdre, mais bien sûr, tout à gagner. Voilà, Georges, c'est ça. Félicitations pour ton implication. Bravo, parce qu'on sait que, on en a parlé souvent avec Raymond, avec plusieurs politiciens, des députés. La vie politique est pas facile et l'implication est, bravo, tout parti confondu, là. Belle implication et merci Georges. C'est moi qui te remercie, Caro. J'en profite pour remercier aussi Marie-Claude Boileau qui est journaliste, qui nous parlait de différents projets ici pour la grande région de Québec, des rencontres, des projets, la piste cyclable qui sera prolongée sur la 3e avenue entre autres, 25e saison estivale pour la maison Henry Stewart sur la rue, sur la Grande Allée, coin Cartier, et plein d'autres sujets. La fête du 3 juillet aussi, ça s'en vient.